Bonjour, alors nous sommes le jeudi 2 avril, donc aujourd'hui on va travailler sur les constituants d'un sol. Donc dans un premier temps on va corriger le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui, et puis ensuite on verra le cours. Alors, donc c'était un classement, je vous proposais un classement des constituants du sol, donc selon trois fractions, donc la fraction solide, la fraction liquide, la fraction gazeuse. Donc si on regarde dans un premier temps la fraction solide, on avait deux sous-parties, on avait la fraction, les constituants minéraux d'un côté, les constituants organiques de l'autre. Donc les constituants minéraux, je disais qu'ils sont aussi appelés constituants mécaniques, ils proviennent de la désagrégation de la roche du sous-sol ou des apports par l'homme. Donc il y a une classification d'après le diamètre des particules, donc ça va des pierres à l'argile, et on a les différentes tailles ici. Et il fallait remarquer qu'on avait la terre fine. Donc la terre fine, c'est du sable jusqu'aux argiles. Donc sable grossier, sable fin, limon grossier, limon fin et argile. Donc là, on vous parlait de colloïdes minéraux. Donc je vous ai demandé de chercher. Donc les colloïdes, ce sont des substances qui ont la capacité d'être collantes en fait. Donc elles sont collantes du fait de leur charge électronique, on va dire. Donc c'est les électrons qui permettent de donner à l'argile la particularité d'être collant. Ensuite, on a les constituants organiques, qui sont aussi appelés matières organiques. Ils proviennent des organismes végétaux ou animaux du sol apportés au sol. Donc répartis en trois groupes, donc les végétaux, les animaux, les micro-organismes vivants, donc matière organique vivante. Donc là-dedans, dans les végétaux, on va avoir par exemple les racines, les animaux, on peut avoir les vers de terre, par exemple. Et puis un micro-organisme, ça peut être des bactéries. On a les déjections animales et les végétaux et animaux morts mais non décomposés, donc là c'est le fumier par exemple, ou ça peut être des résidus de culture, donc matière organique fraîche. Et ensuite on a l'humus, donc fraction colloïdale, donc tout comme l'argile, l'humus a une charge électronique, donc c'est chargé négativement, il y a des électrons autour de l'humus. Donc, est stable des matières organiques. Donc on verra que le fait que l'humus et l'argile soient chargés tous les deux négativement et donc ont la capacité d'être collants, ça va avoir des incidences sur la suite, sur des éléments qu'on verra dans la suite du cours, et notamment sur un élément qui est très important dans le sol et qui va pouvoir stocker, entre guillemets, fixer les minéraux du sol. Alors ça vous l'avez peut-être déjà vu en agronomie, mais donc on en reparlera un peu plus tard. Ensuite, on a la fraction liquide. Donc la fraction liquide, on appelle ça aussi la solution du sol. Elle provient à la fois des pluies, des apports par l'homme et de la décomposition de la roche et des matières organiques. Donc il y a de l'eau, forcément. Et on va avoir les éléments solubles dissous dans cette eau, donc comme le calcium, le magnésium, le potassium, l'hydronium, le phosphate, le sulfate, le carbonate, le nitrate et le chlorure. Mais il y en a d'autres, j'aurais pu mettre 3 petits points, il y en a beaucoup d'autres. Enfin, on a la fraction gazeuse, donc elle est appelée atmosphère du sol et provient de l'air extérieur, de la vie des organismes et de la décomposition des matières organiques. Donc il va y avoir une partie qui va être complètement dépendante des constituants de l'air, et ça va pas beaucoup changer. Et on a les gaz issus de la décomposition organique et de la respiration des êtres vivants. Donc on va avoir du diazote, du dioxygène, du dioxyde de carbone, donc ça vient de l'air environnant. Et on va avoir à nouveau du dioxyde de carbone, donc ça vient de la respiration des êtres vivants du sol. Du dihydrogène et du méthane, et ça vient plutôt de la dégradation, la décomposition de la matière organique. Donc vous aviez ce schéma-là à compléter, donc ça allait de 1 à 14. Donc on avait notre sol, donc notre sol, on va trouver 3 fractions, donc on commence par la fraction, ici le 1, ça va être la fraction solide. Donc la fraction solide va se décomposer en deux types de matières, donc là on voyait MO vivante, donc forcément ici on va avoir la matière organique. Donc dans la matière organique, on a vu qu'il y avait la matière organique vivante, donc je vous ai dit, racines, êtres vivants du sol. Ensuite, on va avoir la matière organique fraîche, qui se transforme dans le sol pour donner de l'humus, qui est un colloïde organique. Donc voilà pour la matière minérale, donc de la fraction solide. Donc notre fraction solide ici, on va retrouver la matière minérale. La matière minérale va se décomposer en plusieurs éléments, donc la terre fine, les éléments grossiers. Donc la terre fine, on vous parlait de colloïdes minéraux là, donc je vous dis un colloïde tout à l'heure, c'est l'argile. Ensuite on a les limons, donc les limons se décomposent en deux catégories. On a les limons grossiers là, donc le 7 c'était les limons fins, et chez le limon grossier on vous demandait juste la taille, donc 0,05 mm à 0,02 mm.
Donc on a vu argile, limon, donc le dernier, ça va être le sable, ou les sables. Donc avec le sable fin, donc 0,2 à 0,05 mm, et le sable grossier. Et une fois qu'on a complété la terre fine, on va regarder les éléments grossiers. Donc dans les éléments grossiers, on a les pierres et on a aussi en 12 les graviers. Donc ici, les graviers. Donc tout ça, toute cette grosse partie-là, c'est la fraction... c'est la fraction... Donc on a dit solide. Excusez-moi, on y revient. Voilà, fraction solide. Maintenant, on va aller ici, la fraction qui correspond à l'atmosphère du sol. Donc on parle de gaz, ici encore du gaz, donc c'est effectivement la fraction gazeuse. Donc hein, vous avez les gaz résultant de la vie du sol. Donc là, je vous ai mis que le CO2 et le CH4, on aurait pu mettre le dihydrogène aussi. Et puis là, on a l'azote, l'oxygène, le CO2. Alors, hein, vous voyez, l'azote est présent en très grosse proportion. Et on a l'oxygène 20%, et puis le CO2 0,03%. Et on a notre dernière partie, donc c'est la dernière partie solution du sol qui est composée d'eau et d'ions dissous, donc ça va être la fraction liquide. Et là vous avez des cations et des anions. Donc cations, rappelez-vous, vous avez dû voir ça en chimie, c'est les ions positifs, les anions ce sont les ions négatifs. Donc dans les cations on a calcium, magnésium, potassium, hydronium, sodium. Donc vous voyez, hein, les cations ça se finit en ium très souvent. Et les anions, on a phosphate, sulfate, carbonate, nitrate. Donc ça se finit en ate souvent les anions. Et on a à la fin le chlorure. Et vous trouverez aussi les terminaisons en ure, comme iodure, fluorure, etc. quoi. Donc anions et cations. Alors dans le cours, vous allez noter. Donc un grand 1, les constituants du sol. Donc le sol est constitué de 3 fractions. Donc la fraction solide avec la matière minérale, argile, limon, sable, donc c'est surtout ça qui va nous intéresser. Et organique, donc les êtres vivants, l'humus, on a vu aussi qu'il y avait la matière organique fraîche, donc issue des êtres vivants mais pas encore dégradée. On a la fraction gazeuse, donc là je vous ai mis uniquement les gaz qu'on trouve dans l'atmosphère, donc du diazote, du dioxyde de carbone, du dioxygène. Il faut juste se rappeler que la fraction gazeuse, c'est l'espace qui est libre entre les mottes. Ok, donc on a les mottes qui sont plutôt solides. Entre les mottes, on a la fraction gazeuse. Et dans les mottes, on trouvera de l'eau. Donc ça sera la fraction liquide, qu'on appelle aussi solution du sol. Donc je vous ai mis eau et minéraux. Donc là, les minéraux, c'est tout ce qui est déjà présent dans le sol ou que vous pouvez apporter en apportant des engrais au sol, quoi. Alors, vous allez étudier le document 1. Donc ce document 1, vous l'avez dans Pronote. Donc je vous propose soit de l'imprimer et puis vous allez noter ce que moi je vous ai noté là, soit vous pouvez refaire le schéma à la main, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez surtout. Donc c'est une coupe de sol, donc ça vous avez peut-être déjà fait soit en stage, soit chez vous, hein, si vous êtes fils d'exploitant agricole. Donc c'est un profil pédologique, donc il suffit de creuser. Et on arrive à creuser dans votre sol et on arrive à distinguer différents horizons. Donc ces horizons ou ces couches, hein, après peu importe comment on les appelle, elles ont différentes caractéristiques. Donc notamment l'horizon 0 là qu'on appelle l'humus, ça va être riche en matière organique. Donc ça, cette partie-là, hein, quand vous êtes sur les parcelles, que vous venez de la travailler, admettons, vous avez passé la charrue ou autre chose, cette partie-là, très souvent, elle est mélangée avec la partie en dessous. Mais si vous épandez du lisier ou du fumier, ben là, vous allez à un moment donné vous retrouver avec de l'humus quand même, si vous ne travaillez pas trop votre sol. Ensuite, on a la terre arable ou couche arable. Donc cette partie-là, c'est la couche qui est travaillée, dans laquelle on trouve la majorité des êtres vivants du sol. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement cette couche-là. On va pouvoir analyser la texture, par exemple, en regardant le pourcentage d'argile, de limon et de sable. On va pouvoir regarder la matière organique qui est présente dans cette couche-là. Donc en fait, ça c'est la couche qui va être explorée par les racines des cultures que vous allez mettre en place. Et quand vous faites un profil pédologique, c'est cette partie-là qui doit être épaisse. Des fois, on dit j'ai pas beaucoup de sol. Quand vous dites j'ai pas beaucoup de sol, c'est cette couche-là qui est assez fine. Donc plus cette couche-là est épaisse, plus les cultures vont bien se développer. Par exemple en Alsace, cette couche-là, en général, elle est très profonde. C'est pour ça que on peut difficilement comparer les itinéraires culturaux d'Alsace de ceux de chez nous, parce que
cette couche-là, elle est vraiment plus importante chez eux. Alors plus on descend, moins on trouvera de matière organique. Donc là, on a essentiellement de la matière minérale, et puis des cailloux. Donc là, chez nous, quand on a un sol argileux, cette couche-là, ça va être assez compact. Ici, moi, j'ai pas fait le détail, mais là, vous allez trouver aussi de la matière minérale et surtout beaucoup de cailloux. Plus vous vous enfoncez, plus vous allez trouver des cailloux de grosse taille. Et à la fin, vous allez retrouver la roche-mère. Donc la roche-mère, elle va déterminer la nature du sol, parce que c'est la désagrégation de la roche-mère qui détermine cette nature de sol ici. Donc si vous avez une roche-mère plutôt, alors je vais simplifier, mais si vous avez une roche-mère plutôt calcaire, ici vous aurez un sol qui sera plutôt argileux. Si vous avez une roche-mère qui est plutôt granitique, ici vous aurez un sol plutôt sableux. Donc ça c'est les deux types de sols qu'on peut trouver en Moselle. Alors après on peut trouver des sols intermédiaires, mais pour simplifier, si vous avez du calcaire ici, vous aurez plutôt de l'argile là, et si vous avez du granit ici, vous aurez plutôt du sable. Donc dans le cours, vous allez noter un grand 2, organisation d'un sol. Donc en observant la coupe d'un sol, donc on appelle aussi profil pédologique, on identifie plusieurs couches superposées de couleurs et de structures différentes appelées horizons. Donc la couche qui est travaillée et dans laquelle se développent les cultures se nomme la couche arable. Donc ça, il faut vraiment retenir couche arable, c'est ça qui vous intéresse, c'est ça que vous allez travailler. Et c'est là-dedans que vous allez semer vos cultures. Et c'est ça qui doit avoir la plus grande épaisseur possible. Donc c'est ça qu'on doit protéger, notamment de l'érosion. Donc ça, la ressource sol, elle va être étudiée dans le cadre de l'épreuve E5 que vous aurez en terminale. Et on travaillera justement sur cette ressource-là pour voir quelles sont les solutions pour éviter l'érosion. Donc on a plusieurs pistes, il y a notamment les cultures sous couvert, le travail minimum du sol, les techniques culturelles simplifiées. Après, ça dépend, si vous avez un sol qui est vraiment plat, les risques d'érosion sont quand même moins importants que si vous avez des sols en pente. Donc vraiment, ça a étudié selon le contexte de l'exploitation, quoi. Alors, pour la semaine prochaine, je vous demande de faire l'activité 2, donc toujours sur le sol. Donc je vous demande d'étudier ce document, donc sur l'histoire d'un sol, donc comment se forme un sol. Donc vous avez plusieurs stades, le premier stade ici, le deuxième stade là, vous avez les différentes étapes, vous avez un schéma là qui peut vous aider également. Et puis vous verrez qu'il y a une troisième étape, mais là ça sera la mort du sol, donc ça c'est pas une étape qu'on cherche forcément. Donc vous étudiez bien le document là et puis vous répondez à ces 3 questions. Donc donnez les 4 étapes de la formation d'un sol. Donc ça vous verrez, sur la formation d'un sol il y a différentes étapes, vous me les citez simplement. Ensuite, citez les éléments qui permettent à la roche-mère de se désagréger. Donc vous verrez, au tout début, on vous parle de la roche-mère qui se désagrège et on vous dit pourquoi. Donc vous me citez les éléments qui permettent la désagrégation de la roche-mère. Et dernière question, donc ça c'est concernant le 3e stade, citer les éléments entraînant la mort d'un sol. Donc il faut les citer, et par contre je vous demande de réfléchir à des solutions techniques, agronomiques, afin d'éviter cela. Donc vous réfléchissez, puis vous me proposez différentes choses. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas 50 000 techniques, mais il y en a quelques-unes qui existent. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et je vous dis donc à bientôt. Bonne journée.